Merci, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être présent. Juste en micro-introduction, je voulais dire que j'ai pas hyper. J'aurais pu travailler un peu davantage cette conférence, mais j'ai pas pu faire y consacrer autant de temps que ce que je voulais, parce que j'ai commencé un remplacement la semaine dernière. Et je pensais à n'avoir rien à faire justement la semaine dernière et pouvoir m'en occuper. Donc, excusez-moi si je cherche un peu mes mots, si des fois ça vous paraît un peu en zigzag le raisonnement. Bon, j'ai noté quelques idées comme ça. Et voilà, le livre, oui, tu l'as bien résumé. Effectivement, bon, c'est les deux courants principaux qui existent en économie actuellement. Vous avez le courant keynésien d'un côté, le courant néoclassique de l'autre. Pour le courant néoclassique, il existe depuis plus d'un siècle et il a fait suite il a remplacé le courant classique, qui est un autre courant. Et le courant keynésien est divisé en plusieurs branches. Alors là, la vision ici, c'est une vision qu'on appelle... Alors, c'est des noms un peu pompeux, mais ça reflète des vraies réalités différentes entre les courants. On dirait un post-keynésien. Et à côté, vous avez des économistes qu'on appelle les nouveaux keynésiens ou les néo-keynésiens, qui ont une vision intermédiaire, je dirais, entre les deux. Et donc... Juste la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, c'est que donc, pendant que j'ai fait ma thèse, j'enseignais aussi à la fac, c'était donc une fac à Limoges, j'enseignais en TD, et je me suis aperçu, puis je me suis aussi aperçu pendant que je faisais mes études, qu'on enseignait principalement la vision néoclassique à l'université, et peu la vision keynésienne, et que quand on les enseignait jamais l'une juste après l'autre, de manière à ce que les étudiants puissent comprendre quelles sont les critiques. Pourquoi est-ce qu'on a plusieurs théories? Parce que les keynésiens ils critiquent la théorie néoclassique sur ce point de vue-là, les néoclassiques ils critiquent le point de vue néo-keynésien sur telle question. Mais ça, c'est jamais abordé de cette manière-là, puisqu'on a d'abord le gros bloc théorie néoclassique, et on vous dit grosso modo c'est la bonne théorie, et petit bloc la théorie keynésienne, dont on vous dit qu'elle marche à très court terme. Et au final, on n'a jamais une vision critique de l'économie. Donc en fait l'idée un peu que j'avais pour aujourd'hui, c'était de comprendre comment est-ce que la théorie néoclassique, si vous regardez le bouquin, je pense que quand on le lit, on se dit c'est quand même une théorie qui tient pas trop la route. Et comment est-ce qu'une théorie qui tient aussi peu la route, elle a pu comme ça pendant des décennies et toujours dominer la pensée en économie et convaincre des gens qui sont a priori brillants. Tous les grands économistes qui ont des prix Nobel, ils adhèrent totalement à la théorie néoclassique. Et pourtant, je suis convaincu que ce sont des gens très intelligents. Et donc, comment est-ce que des gens aussi intelligents comme ça, ils adhèrent à une théorie qui est si peu crédible et qui marche si mal? Donc, il y a un autre livre, et du coup, c'est un peu le titre de la conférence, c'était quand l'empire de la bêtise domine l'empire de l'argent, dépasse l'empire de l'argent, quelque chose comme ça. Et c'est un titre qui vient d'un livre de Jacques Généreux. Vous savez, Jacques Généreux, c'est l'économiste en chef un peu de Mélenchon, et qui est un post-keynésien justement, où il essaie de comprendre comment est-ce qu'une théorie aussi absurde peut comme ça convaincre autant de gens intelligents. Et un bouquin excellent que je vous recommande. Et donc là, c'est essayer d'apporter des réponses en montrant notamment comment est-ce qu'on forme les économistes à l'université et comment le système se reproduit comme ça d'année en année et qui fait qu'on reste toujours bloqué dans un mode de pensée qui pourtant ne fait pas vraiment ses preuves, quoi, quand on voit ce qui se passe depuis 40 ans. Voilà. Une petite citation de Jacques Généreux, du coup, de son livre. J'en ai plusieurs comme ça, des citations. Voilà, bon, à laquelle j'adhère. Il vous dit: la théorie économique n'est pas simplement discutable, elle est absurde. Et bon, c'est ce que je pense. Et les politiques économiques ne sont pas juste impuissantes à nous sortir des crises, elles nous y offensent. Moi, j'imagine que si vous êtes là, vous êtes assez d'accord avec ça. Tout cela est à proprement parler déconnant. C'est pour ça qu'il a appelé son livre la déconomie. C'est-à-dire à la fois insensé, imbécile, catastrophique et incroyable. Et là, un élément important, parce que quand on vous demande à quelqu'un dans la rue pourquoi est-ce que le monde va si mal, souvent on nous dit c'est une sorte de complot des puissances de l'argent. Il y a des gens très riches qui ont intérêt à ce que les choses se passent si mal, et donc ils financent les économistes, ils financent les journalistes, et pour leur faire dire un discours qui va dans leur intérêt à eux, et du coup forcément le système se reproduit. Mais ce que dit Jacques Généreux, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que c'est encore pire que ça. C'est même pas, il y a ces puissances de l'argent, mais il y a une puissance encore plus forte
qui fait que le monde continue dans une voie qui ne marche pas, c'est la puissance de la bêtise. C'est que le pouvoir des riches n'explique pas tout, donc je reprends Jacques Généreux, car les journalistes, experts, universitaires et élus qui soutiennent cette économie ne sont pas tous au service du capital. Hein, moi, les économistes que j'ai fréquentés, ils ne sont pas du tout financés par le capital, ils n'ont aucun intérêt à dire qu'il faut déréguler l'économie. Enfin, moi, je vois aucun intérêt personnel. Ils n'ont aucun contact avec le monde de la finance, et pourtant ils tiennent ce discours depuis des décennies aussi. Il dit dès lors, rien n'est plus troublant que l'aisance avec laquelle une large fraction de nos élites adhère aveuglément aux mêmes fratradaneries économiques et s'enferme dans le déni du désastre engendré par sa propre ignorance. Et je suis tout à fait d'accord, le grand problème aujourd'hui de notre monde, plus que des riches qui essaient de nous manipuler, qui font des complots pour nous appauvrir, c'est tout un tissu intellectuel qui a adhéré à un courant et qui ne remet pas du tout en cause ce courant et qui du coup nous fait persévérer dans une voie fausse qui est mauvaise pour nous et qui sera mauvaise pour eux, mais sans qu'ils le réalisent, malgré le fait que ce soit des gens a priori brillants, quoi. Vous avez compris Donc, comment est-ce qu'on en arrive là? Et alors, première chose, je dirais, à l'université, quand vous inscrivez en première année de fac d'économie, déjà tout est présenté sous forme mathématique. C'est un peu la grande différence entre les SES qu'on apprend au lycée, où ça reste quand même une science économique et sociale, dont on parle par un langage courant, et la fac où on vous dit tout sera sous forme mathématique. Et donc, déjà, quand quelque chose vous enseignez sous forme mathématique, ça vous incite moins à vous poser des questions. Au lieu de vous intéresser, vous faire réfléchir sur la société, on vous dit, ben voilà, K c'est le volume de capital, L c'est le volume de travail. Alors la production c'est K exposant alpha fois L exposant à moins alpha. Et dedans vous avez le marché du travail. Le marché du travail, tout à l'heure je prendrai l'exemple plus précis du marché du travail pour montrer un peu comment on enseigne le marché du travail à l'université. C'est une courbe qui monte, une courbe qui descend. Le chômage, ça ne se produit que quand on est au-dessus de ces deux courbes. Et une fois qu'on a dit ça, on donne des équations pour la courbe qui monte, des équations pour la courbe qui descend. Et on fait des résolutions d'exercices mathématiques. Et donc à aucun moment, l'étudiant il est amené à se poser des questions sur ce qu'il apprend. Et à aucun moment, en plus, on lui montre le contre-point de vue qui pourrait lui faire réfléchir sur son apprentissage, quoi. Et là, une autre citation d'une économiste post-keynésienne hyper célèbre qui s'appelle Robinson, c'est une économiste anglaise, enfin britannique, et qui vous explique donc comment ça se passe. Donc après, quand vous êtes là, si vous êtes plutôt bon en maths, vous allez être brillant dans vos études en économie et vous allez faire un master de recherche en économie, puis vous ferez une thèse. Et si vous ne comprenez rien à ce qu'on vous raconte, parce que ça vous paraît un peu absurde et tout ça, vous vous dites que ça vient forcément de vous, et vous allez faire autre chose, enfin, des masters qui ne vous amèneront pas vers le monde de la recherche en économie, quoi. Et donc, on va sélectionner comme ça les étudiants qui sont le plus à même d'abstraction et qui vont pouvoir faire des thèses, elles aussi abstraites, qui se baseront sur les théories qu'ils auront apprises et qui ne remettront plus en cause. Et le système se reproduit de cette manière-là. Je ne sais pas si vous voyez aussi à nouveau ce que je veux dire. Et donc, citation de Robinson. Donc, K, grand K, c'est ce qu'on appelle la quantité de capital. Donc, on dit aux étudiants, on n'explique même pas ce que c'est que le capital. On dit, voilà, K, c'est le capital. Vous imaginez ce que c'est. Ce capital, on vous dit, intégrez-le, différenciez-le. Donc, vous faites des dérivés, vous faites des intégrales sans arrêt en économie, en fait, à partir de ce capital, du travail, etc. Et faites toutes sortes de belles et difficiles opérations mathématiques avec ce capital. La plupart des étudiants ne comprennent rien de ce qui se passe et ils pensent que c'est parce qu'ils ne sont pas assez intelligents. Quand vous avez un prof qui vous dit, qui vous explique quelque chose et que vous ne comprenez pas, vous dites c'est forcément vous qui ne comprenez rien, pas le prof. Ceux qui sont astucieux, cependant, apprennent des trucs. Ils ont ensuite tout intérêt à croire que c'est important. Quand vous réussissez bien dans un domaine, vous dites que ça doit être vrai et que ça doit être important. Ils vont consacrer leur vie à l'enseigner aux nouvelles générations, ainsi se perpétue le système. Donc vous voyez la manière dont les choses s'opèrent. Et nous, pour les gens que je connais qui ont fait des thèses en économie, tout ça, c'est exactement ça. Ce sont des gens qui étaient brillants mathématiquement, et qui étaient astucieux avec les équations mathématiques, mais pas du tout des économistes dans le sens où ils ne lisaient jamais un livre d'économie écrit avec des mots, quoi. Et ils ne s'intéressaient même pas à l'économie en général, ils s'intéressaient à leur petit modèle dans lequel ils étaient spécialistes et auquel ils rajoutaient une équation
Et c'est leur thèse, c'était ce petit modèle avec une équation en plus. Ils écrivaient des articles de recherche et puis après vous êtes embauché pour enseigner à la fac. Et quand vous êtes embauché, comme vous n'avez jamais trop réfléchi à la macroéconomie, tout ça, mais vous êtes hyper spécialiste dans votre micro-domaine, eh bien, c'est à vous d'enseigner. Vous reprenez le manuel d'économie que vous aviez en première année et vous ressortez les mêmes choses. Et vous pensez qu'elles sont vraies, parce que de toute façon, c'est grâce à ça que vous devez votre réussite, à la compréhension de ces mécanismes. Et dans tout le milieu dans lequel vous vivez, tout le monde pense tout le monde est d'accord sur ce point-là, donc vous n'avez aucun intérêt personnel à le remettre en cause. Ouais, vous voyez le phénomène. Donc moi, tous ceux que je connais, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Et après, il y a le fait que, une fois que vous êtes fait une idée sur la question, une fois que vous êtes sûr que le monde marche d'une telle manière, c'est hyper difficile de se remettre en cause, surtout quand cette remise en cause impliquerait de remettre en cause tout ce que vous avez fait depuis des années, quoi. Toute votre thèse. Jamais vous ne faites pas 50 thèses pour vous dire 10 ans après, ça se trouve, j'ai écrit que des conneries pendant mes 50 thèses, où je me suis basé sur une théorie qui était complètement fausse. Et voilà. Et donc, une nouvelle petite citation de Tolstoï, qui était en intro d'un livre d'économie, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est pas grave. Il vous dit, les sujets les plus difficiles peuvent être expliqués à l'esprit le plus lent s'il n'en a pas déjà formé une idée. Donc prenez quelqu'un un peu bête, vous pouvez lui expliquer la chose la plus difficile du monde, si vous y prenez du temps, il le comprendra. Mais la chose la plus simple ne peut pas être expliquée à l'homme le plus intelligent s'il est fermement persuadé qu'il sait déjà, sans l'ombre d'un doute, ce qui se trouve devant lui. Donc allez expliquer à un prix Nobel d'économie que peut-être la demande pourrait avoir un rôle dans l'économie, que si on se met tous à moins consommer, eh bien les entreprises elles vont arrêter de produire, parce qu'on ne leur achète plus leurs produits, et donc elles vont licencier, et donc une baisse de la consommation pour entraîner une hausse du chômage. J'explique ça à un enfant de 7 ans, il va comprendre. Vous expliquez ça à un prix Nobel d'économie, il va dire non, c'est pas possible. Parce que toute la théorie dominante, elle est basée sur l'idée que on ne prend pas en compte la monnaie, parce qu'on considère que la monnaie est un voile, et une des conséquences de ça, c'est qu'on considère une économie de troc, et dans une économie de troc, vous n'avez jamais de défaut de la demande. Donc ils ne peuvent même pas concevoir l'idée qu'il puisse y avoir un défaut de la demande dans une économie. Dans une économie de troc, si vous vendez quelque chose à quelqu'un, vous lui achetez en même temps, au même moment, son bien à lui, parce que vous échangez votre bien contre son bien. Donc l'offre et la demande sont simultanées, et il n'y a aucun moment où il peut y avoir un décalage entre offre et demande. Alors dans une économie monétaire, vous vendez quelque chose avec un bien contre de la monnaie, cette monnaie vous pouvez la dépenser des mois, des années plus tard, et donc comme il y a un décalage entre le moment où il y a la production et le moment où il y a la demande, vous pouvez avoir un décalage entre offre et demande par exemple. Mais ça c'est inconcevable pour un économiste du courant dominant qui ne prend pas en compte la monnaie et qui du coup pense que la demande est négligeable. Ouais, vous voyez l'idée. Et donc, cette idée, bon, je sais pas, dominante, phare, qui est à la base de un peu tous nos problèmes, je dirais, que la demande est. Il ne faut pas s'intéresser à la demande dans l'économie, tout est histoire d'offres. C'est une idée qui remonte à plus de 2 siècles maintenant, vous savez, qui a été proposée par Jean-Baptiste Say, qui est un économiste qu'on appelait à l'époque les classiques, et qui a été ensuite repris à la fin du XIXe siècle par des économistes qui ont bâti une nouvelle théorie qui s'appelait la théorie néoclassique, mais qui est de ce point de vue-là en filiation avec la théorie classique, puisqu'ils avaient comme pilier tous les deux que toute offre crée sa propre demande et qu'il n'y a jamais d'insuffisance de demande dans l'économie. Et donc ça ne sert à rien de relancer l'économie s'il y a un problème, s'il y a du chômage, tout le problème vient de l'offre. Vous voyez ? Et c'est la base de toutes les politiques jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Quand il y a eu la crise des années 30 aux États-Unis puis en Europe, des millions de chômeurs partout, des entreprises qui disent nous on licencie parce qu'on n'arrive pas à vendre notre production, des ménages qui disent nous on ne consomme pas parce qu'on n'a plus de revenus, parce qu'on est au chômage, et des économistes qui disent non, il ne faut surtout pas que l'État intervienne dedans, qui relance l'économie, qui dépense plus pour peut-être stimuler la demande, donc stimuler la production et faire baisser le chômage. L'économie va réguler tout ça. À aucun moment c'est la demande. Le problème c'est un problème de l'offre. Et donc si on laisse tout se réguler, l'offre ça va se réguler, puis automatiquement offre et demande vont devenir identiques et tout ira bien. Et ce paradigme, non, la demande n'est pas un problème, il n'aura été remis en cause que pendant la période des 30 glorieuses jusqu'aux années 75.
Et après, le paradigme néolibéral est revenu. En économie, on est revenu à cette théorie néoclassique. Et donc, toutes les politiques qui sont mises en œuvre depuis, c'est toujours cette idée, le problème, c'est un problème d'offre, ou un problème d'État qui est trop puissant dans l'économie, qui freine la régulation des marchés. Et à aucun moment, le problème viendrait d'une demande, et donc il faudrait stimuler la demande dans l'économie. Ouais, vous voyez toujours l'idée. Et ça a des conséquences dramatiques, parce que la plupart des historiens, il me semble, vous disent que, et bon, des économistes d'histoire, des historiens de la pensée économique aussi, que si, eh bien, en 29, on était intervenu à temps pour éviter le gros chaos économique qui a suivi, eh bien, il n'y aurait pas eu 50% de chômage chez les ouvriers allemands, par exemple, et il n'y aurait très certainement pas eu l'arrivée du parti nazi, puis d'Hitler au pouvoir, et probablement pas de Seconde Guerre mondiale. Donc c'est impressionnant de voir comment une idée peut dominer le monde, et comment le déni de la réalité, parce qu'il continue à nier le fait que le capitalisme pouvait ne pas bien fonctionner, les économistes, alors qu'ils voyaient bien que ça marchait mal, et année après année, on s'enfonçait de plus en plus dans la crise, ils disaient non, mais ça va aller, tout va se réguler. Et le déni de ça, ça a été un chômage de masse qui s'est développé de manière de plus en plus importante aux États-Unis et en Europe, et un chômage de masse qui a contribué, avec d'autres facteurs, mais à amener le parti nazi au pouvoir. Le parti nazi, en 1928, avant la crise et avant ce boom du chômage en Europe, il faisait que même pas 1% aux élections. Et donc les Allemands, ils se retrouvaient avec des partis qui vous disaient tous on ne peut pas faire grand chose, et un parti qui avait des thèses xénophobes et qui vous disait mais on a une solution, et donc ils ont voté pour cette solution, et tout laisse à penser que ça ne se serait pas produit. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu les mêmes histoires. Ça fait 40 ans qu'on nous dit c'est en dérégulant qu'on va sauver l'économie, à la fois dérégulation financière, dérégulation du marché du travail, etc. Ça ne marche pas, mais on continue toujours dans cette voie-là, parce que ceux qui pensent ça ne remettent pas du tout en cause leur pensée. Et l'origine de cette pensée, c'est que la demande ne joue aucun rôle dans l'économie, et parce qu'on ne prend pas en compte la monnaie dans l'économie. Ouais, ok. Et je voulais vous faire encore une autre citation. Ce qui est malheureux, c'est que ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, et c'est ça qui est un peu décourageant, je trouve, en économie, c'est qu'on a l'impression que tout a déjà été un peu dit, quoi. Ce que je vous raconte là, il y a des gens, il y a 90 ans, ils le disaient déjà, et ils le disaient de manière extrêmement brillante, et 90 ans après, malgré la parenthèse keynésienne des 30 glorieuses, on est toujours au même niveau. Et même 200 ans plus tôt, on le disait déjà. Et alors je vous cite d'abord, en toute première page de mon bouquin, je vous mets une citation de Sismondi, donc, qui était un économiste français de la première moitié du 19e siècle, et qui était un économiste plutôt social, quoi. Il n'était pas du tout marxiste, mais il n'adhérait pas du tout à cette théorie classique qui vous disait que la demande n'avait aucun rôle à jouer, l'économie n'était pas du tout sociale, etc. Et il vous dit, donc c'est 1819, mais je vous aurais dit c'est 2017, ça ne vous aurait pas étonné, je pense. Il vous dit, c'est avec regret que nous voyons l'économie politique adopter chaque jour un langage plus sentencieux, s'envelopper dans des calculs plus difficiles à suivre, se perdre dans des abstractions et devenir en quelque sorte une science occulte, à l'époque même où l'humanité souffrante aurait le plus besoin que cette science parlât un langage populaire, qu'elle se proportionnât aux besoins de tous, qu'elle s'appliquât enfin aux réalités. Et c'est exactement c'est exactement la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et c'est écrit il y a 2 siècles. Hein ? La vanité. Non. Le terme, c'est quoi? Réalité. La réalité, qu'elle s'appliqua enfin aux réalités. Réalité, oui. Pardon. J'ai tendance à parler vite et je vais essayer peut-être à dire vite aussi. Et donc, juste en dessous de cette citation, je mettais une citation de Robert Lucas, donc prix Nobel d'économie 95. C'est un des plus beaux emblèmes de la théorie néoclassique, dans ce cas-là de plus absurde, et qui vous disait en 2003, pour montrer la déconnexion totale entre les économistes, même s'ils sont prix Nobel, et la société, il vous dit, donc 2003, le problème central de la dépression économique, donc celui des crises économiques, et celui de sa prévention a été résolu. En fait, il a été résolu depuis des décennies. Donc ça fait des décennies qu'on sait comment prévenir et comment éviter une crise. Et le mec qui vous dit ça en 2003, donc 5 ans avant la crise de 2008, ça montre quand même le niveau de nos prix Nobel d'économie. Et
je pourrais vous raconter des théories de prix Nobel d'économie. Quand je les racontais à mes étudiants en première année, ils avaient du mal à me croire. Et tellement que ça paraissait absurde, quoi. Et le symbole de ces théories qu'on cite souvent, c'est Killian et Prescott, la théorie des cycles réels. Oui, ils sont tellement, en fait, les économistes néoclassiques sont tellement embêtés à expliquer comment est-ce qu'on peut avoir des crises dans un monde où il n'y a pas de monnaie et pas de demande. C'est hyper compliqué de comprendre. Si vous raisonnez qu'en termes d'offres, le seul problème dans l'économie, c'est toujours produire plus. Vous avez du mal à comprendre comment est-ce que d'une année sur l'autre, les entreprises se mettraient à produire moins. Si vous raisonnez en termes de demande comme un keynésien, c'est facile. Si la demande baisse, ben on produit moins. Donc baisse de la production, chômage. Si vous êtes un économiste néoclassique et vous ne raisonnez pas en termes de demande, ben, pourquoi tout d'un coup on se mettrait à moins produire? Et donc, ils sont allés inventer l'idée qu'il y aurait des chocs technologiques négatifs dans l'économie. Donc c'est-à-dire que de temps en temps, l'économie, vous avez un sursaut technologique, toutes les entreprises se mettent à mieux produire, et de temps en temps, vous avez l'inverse, on ne sait pas trop ce que c'est, mais une régression technologique, ils appellent ça. Donc toutes les entreprises se mettraient un peu à moins bien produire. Et là, bon, quand même, ils ne veulent pas trop abuser, donc ils ne vont pas vous dire on va pas avoir une régression technologique de 3% qui expliquerait une baisse de 3% du PIB. Donc l'explication qui rajoute à ça pour la rendre crédible, un autre pilier de la théorie néoclassique, c'est de vous dire que le salaire que reçoit un ouvrier, un employé, il est parfaitement égal à sa productivité. Donc si vous produisez l'équivalent de 3 voitures par jour, vous êtes un ouvrier d'une usine Renault, ben votre salaire, ça va être quelque chose proche de 3 voitures produites par jour. Pourquoi? Parce que ils vous disent si votre salaire était plus bas, bien vous iriez voir une autre entreprise. Comme vous êtes toujours capable de produire 3 voitures par jour, eh bien, si vous étiez moins payé que ce que vous rapportez à votre entreprise, eh bien, l'entreprise suivante, elle vous paierait un peu plus pour vous embaucher et faire du profit grâce à vous. Vous voyez l'idée? Enfin, donc, comme on est dans une économie sur offre et où on peut toujours produire plus, il n'y a pas de problème de demande, bah, si quelqu'un est capable de ramener 10 000 € à l'entreprise, les entreprises vont se battre pour essayer de l'embaucher, et c'est celle qui proposera le plus haut salaire, donc le salaire qui sera qui se rapproche de 10 000 €, qui l'embauchera. Donc le salaire est égal à la productivité. Et donc si vous avez un choc de productivité négative dans votre économie, bah, le salaire de l'ouvrier qui travaille sur des machines qui marchent moins bien, il va baisser, parce qu'il produira moins, donc son salaire sera plus faible. Et donc comme les individus sont hyper rationnels dans la théorie néoclassique, eh bien, si vous êtes très rationnel et qu'une année, on vous dit votre salaire va baisser, et que l'année suivante, vous avez un sursaut technologique et on vous dit votre salaire va augmenter, parce que votre salaire est lié à votre productivité, et votre productivité est liée à des sursauts et des régressions technologiques, ben vous avez décidé de moins travailler l'année où vous n'êtes pas beaucoup payé, et de plus travailler l'année où vous allez être payé. Et donc, leur idée, c'est de dire, prix Nobel d'économie pour ça, hein, régression technologique, on ne sait pas pourquoi. Comme il y a une régression technologique, les ouvriers, ils se disent, bon, ben, cette année-là, on va moins travailler parce qu'on est moins payé. Donc les ouvriers vont voir leur patron pour leur dire, bah, écoutez, au lieu de travailler 35 heures par semaine en 2008, on va travailler que 30 heures. Et on travaillera 40 heures l'année suivante quand la productivité sera revenue. Et comme les ouvriers travaillent moins, eh bien, baisse de la production et baisse du nombre d'heures travaillées. Et effectivement, quand il y a une crise, le chômage, ils appellent ça baisse du nombre d'heures travaillées. Alors déjà c'est différent parce que le chômage, c'est des gens qui sont licenciés. C'est pas tout le monde qui se met à moins travailler. Dans leur théorie, c'est tout le monde qui se met à moins travailler. Mais ils ne sont pas à ce détail près. Et baisse de la production, ils peuvent l'expliquer grâce à ça. Et donc vous avez enfin, dans les années 80, une théorie qui arrive à expliquer comment est-ce qu'on peut avoir des baisses de la production comme ça dans l'économie. Et donc on leur a donné le prix Nobel d'économie. Et donc le monde de l'économie, c'est ça, quoi. Quand vous rentrez dans ce monde-là, de la recherche néoclassique, c'est des théories comme ça, complètement absurdes. Mais moi, on me l'a enseigné à la fac, quand on vous l'enseigne, c'est des équations hyper compliquées, un truc qui a l'air hyper savant. Un prof, a priori c'est le prof, donc c'est lui qui sait, qui vous transmet ça, et après vous faites des exercices là-dessus, des modèles, ou en fonction du choc, vous calculez le taux de chômage, et après en thèse on vous dit, bah, tiens, vous avez qu'à travailler sur ce sous-modèle de la théorie des cycles réels, et vous travaillez là-dessus, et puis vous reproduisez le système, et à aucun moment vous allez remettre en cause les bases qui ont été acquises depuis des années, et vous êtes sûr qu'elles sont vraies, puisque tout milieu dans lequel vous vivez vous dit qu'elles sont vraies. Ouais. Et je voulais vous donner une citation de Keynes qui résume tout. Attends, j'ai un truc là.
c'est super intéressant. Bon, cool, merci. Donc, citation de Keynes en 1936. Et Keynes, donc c'est l'économiste qui est à la base des théories keynésiennes ou keynésiennes, qui est considéré par tous ces gens-là comme l'économiste le plus brillant du XXe siècle. Et même le néoclassique trouve quand même c'est un bon économiste, même s'il s'adapte maintenant plus trop à ces théories. Donc dans sa théorie générale, il vous explique comment une théorie qui ne prend pas en compte la demande a pu comme ça conquérir toutes les sociétés et tout l'espace intellectuel de nos sociétés occidentales. Et donc je voulais vous lire ce passage qui me paraît vraiment important. Alors c'est un peu long. Si je mange des mots, vous me le dites et je répéterai. Donc il vous dit, dans l'économie ricardienne, donc l'économie que j'appelais tout à l'heure classique, l'un des grands piliers de la théorie classique du XIXe siècle, c'est Ricardo. Et donc c'est pour ça qu'il appelle ça l'économie ricardienne, mais c'est de l'économie classique. C'est pareil. Qui est à la base de tout ce qui a été enseigné depuis plus d'un siècle. Donc lui, il écrit son livre en 1936. Ricardo, c'est première moitié du XIXe siècle, donc un siècle après. L'idée qu'on a le droit de négliger la fonction de la demande globale est fondamentale. Donc l'idée que c'est pas important la demande dans l'économie, c'est le pilier de cette théorie. À vrai dire, la thèse de Ricardo que la demande effective, donc que la demande ne peut être insuffisante, avait été vivement combattue par Malthus. Malthus, vous le connaissez tous pour ses théories sur la population. Hein, vous connaissez tous cette théorie. Moi je le connais pas. Marcus. Bon, enfin, il est connu par, je sais pas, par les démographes, peut-être les historiens, parce qu'il prédisait qu'on courait vers une catastrophe, parce que nos progrès technologiques nous permettaient d'augmenter chaque année, par exemple, un petit peu notre capacité à produire de la nourriture. Mais le fait qu'on se nourrissait bien faisait que la population faisait beaucoup d'enfants et qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui mouraient en bas âge. Et les populations, elles augmentent à un rythme exponentiel. Deux parents font 4 enfants, qui font 16 petits-enfants, etc. Et donc il y allait forcément avoir un déphasage entre nos progrès qui étaient linéaires et les progrès de la population, la croissance de la population qui était exponentielle. Et donc il prédisait qu'un jour, il y allait avoir une énorme famine et que tout allait finir un peu en catastrophe. Et donc lui, sa grande idée, pour que la société reste stable, c'était de limiter le nombre d'enfants par famille. Et notamment, il voulait limiter les enfants des pauvres. C'était pas un grand philanthrope, un grand humaniste. Mais d'un point de vue économique, il faut lui donner lui accorder le mérite d'avoir été un des premiers à dire mais cette histoire de ne pas prendre en compte la demande dans l'économie, c'est absurde. Et donc il y a plein de chapitres dans son livre principal, puis c'est Principe d'économie politique, je crois. Ils s'appellent tous un peu comme ça les livres. Alors on se mélange toujours un peu. Je crois que c'est Principe d'économie politique, où il dit il faut qu'on prenne en compte la demande si on veut comprendre l'économie. Mais bon, ça a intéressé personne à l'époque, et on a laissé complètement de ça de côté. Et donc Keynes l'a un peu ressorti du placard dans les années 30. Quoi. Donc, à vrai dire, cette idée vivement combattue par Malthus, mais sans succès, car faute d'expliquer, si ce n'est par les faits d'observation courante, comment et pourquoi la demande effective pouvait être insuffisante, Malthus n'est pas parvenu à fournir une thèse capable de remplacer celle qu'il attaquait. C'est vrai que l'avantage de la théorie néoclassique, c'est un truc hyper cohérent, ça a une cohérence interne parfaite, et que quand vous essayez de bâtir une théorie où la demande est plus faible que l'offre, ben c'est difficile de théoriser ça d'un point de vue mathématique. Et même aujourd'hui, c'est pas toujours brillant les théories qu'on a là-dessus. Donc on observe que c'est vrai, on sait l'expliquer, mais si vous voulez faire un bel ensemble mathématique, c'est pas aussi joli que la théorie néoclassique qui se base que sur l'offre. Et donc Malthus, il a critiqué cette idée que l'offre était toujours égale à la demande est toujours égale à l'offre, mais il n'a pas opposé vraiment une théorie mathématique qui n'a pas joué en sa faveur, et en la faveur de la reconnaissance de cette théorie. Enfin, c'est ce que dit Keynes là. Car faut expliquer, et Ricardo, donc voilà, avec sa théorie comme quoi la demande n'a aucun rôle, conquit l'Angleterre aussi complètement que la Sainte Inquisition avait conquis l'Espagne. Non seulement sa théorie fut acceptée par la cité, par les hommes d'État et l'université, mais toute controverse s'arrêta. Plus jamais on discuta sa théorie. L'autre conception, donc celle sur laquelle la demande pouvait jouer un rôle dans l'économie, tomba dans l'oubli le plus complet et cessa même d'être discutée. La grande énigme de la demande effective à laquelle Malthus s'était attaqué disparut de la littérature économique. On ne la trouve même pas mentionnée une seule fois dans toute l'œuvre de Marshall, d'Edgeworth ou du professeur Pigou, donc les grands économistes du début du XXe siècle,
Donc ils ont écrit des livres d'économie que tout le monde lisait, qui étaient enseignés partout à l'université, et pas une seule fois dans ce livre, on évoquait l'idée que peut-être, dans l'économie, à certains moments, la demande pouvait être plus faible que l'offre, ce qui pouvait créer du chômage. À aucun moment, c'était dit. Alors que, comme je vous dis, c'est du bon sens, quoi. Il suffit de regarder le monde pour le dire. Et c'est ce qu'on dit, il vous dit, c'est juste du bon sens. Il y a des chapitres. Comment est-ce qu'on peut nier ça, quoi? Et donc cette théorie n'a pu survivre qu'elle a dérobé, la théorie comme quoi la demande pouvait jouer un rôle dans l'économie, sous le manteau et dans la pénombre de Karl Marx, qui n'était pas un grand théoricien des demandes effectives, mais qui, quand même, à des moments, disait que ça jouait un rôle dans l'économie. Mais après, on pourra expliquer pourquoi il n'a pas voulu donner trop de rôle à cette idée de la demande effective, de Silvio Gesell et du Major Douglas. Et là, il vous explique comment est-ce que cette théorie a pu s'imposer comme ça. Une victoire aussi décisive que celle de Ricardo a quelque chose de singulier, de mystérieux. Et là, je trouve que tout est dit, et on retrouve tous ces phénomènes-là dans la société actuelle. Elle ne peut s'expliquer que par un ensemble de sympathie entre sa doctrine et le milieu où elle a été lancée. Donc Ricardo, c'est le milieu, c'est l'élite un peu économique dominante. Et donc vous aviez un théoricien d'élite économique qui vous disait que la demande n'avait aucun rôle à jouer dans l'économie. Et donc si la demande n'a aucun rôle à jouer, l'État n'a aucun rôle à jouer. Parce que si tous les marchés s'autorégulent, on n'a pas besoin vraiment d'État dans l'économie. Et donc tout ce milieu-là, qui est un milieu d'entrepreneurs, de riches, de ménages aisés, etc., eux, ils n'ont pas du tout envie que l'État intervienne dans l'économie, puisque comme ça, ils ne peuvent pas faire leur business comme ils veulent. Et moins il y a d'État, moins ils payent d'impôts, et moins il y a d'État, plus ils sont libres d'agir comme ils veulent. Donc, quand il y a cette théorie qui est sortie, qui vous a dit que la demande n'est pas un problème, donc l'État n'a pas besoin de réguler l'économie, forcément, le milieu dans lequel elle a été lancée, il a tout de suite adopté. Vous voyez, premier élément. Le fait qu'elle aboutisse à des conclusions tout à fait différentes de celles qu'attendait le public profane, ajoutait, semble-t-il, à son prestige intellectuel. Donc si vous allez dire, si vous dites, ouais, il y a du chômage, certainement parce que c'est un problème de demande, vous dites quelque chose que tout le monde pourrait comprendre, et que tout le monde inconsciemment d'ailleurs pense. Si je vous demande à quelqu'un dans la rue pourquoi il y a du chômage, il me dira parce qu'on ne consomme pas assez. Alors que si, donc finalement, vous ne dites pas quelque chose de très nouveau par rapport à ce que pourrait dire le commun des mortels. Mais si vous avez une théorie en disant non, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est un problème d'offre, de productivité, etc., vous avez acquis, avec une théorie derrière mathématique et tout, vous avez acquis un prestige intellectuel qui vient du fait que ce qui paraît évident, en fait, ne l'est pas du tout. Vous, avec votre compréhension de l'économie, vous comprenez des choses que le profane ne peut pas comprendre. Et donc ça aussi, ça a acquis à son prestige, et dans les facs, on a préféré adhérer à cette théorie-là, qui avait un côté prestigieux, plutôt que une vulgaire théorie de la demande, qui aurait été simple à comprendre de tout le monde. Voilà. Que son enseignement, appliqué aux faits, fût austère et désagréable, lui conférait de la grandeur morale. Pareil, si vous dites, pour réduire le chômage, si on relançait la demande, si l'État dépensait plus, on pourrait réduire le chômage, et l'économie pourrait aller mieux. Ouais, c'est bien. Mais si vous dites, non, c'est un mal, finalement, le chômage, c'est un mal inévitable, et désolé, on ne peut rien faire, quelque part, ça vous donne un prestige moral, quoi. C'est comme exactement ce qu'il dit, quoi. Ça vous donne de la grandeur morale. Désolé, c'est comme ça, mais on ne peut rien faire. Et moi qui étudie l'économie, je vous le dis. Qu'elle fut apte à supporter une superstructure logique, vaste concurrence, lui donner de l'éclat. Alors ça, on ne peut pas le reprocher ni à la théorie néoclassique, ni à la théorie classique. C'est des théories hyper cohérentes mathématiquement, tout fonctionne bien. Et donc, effectivement, ça donne de l'éclat. Qu'elle présenta beaucoup d'injustices sociales et de cruauté apparentes comme des incidents inévitables de la marche du progrès, et les efforts destinés à modifier cet état de choses, comme de nature à faire en définitive plus de mal que de bien, la recommandaient à l'autorité. Vous voyez l'idée, c'est si vous voulez régler un problème, vous allez créer plus de problèmes que le problème qu'il y avait initialement, quoi. Si vous dites à l'État, il y a du chômage, si vous voulez régler le chômage, je sais pas, en régulant l'économie, en mettant un SMIC, en mettant des droits pour le salarié, au final ça va créer plus de chômage. Et donc finalement ce qui paraît bien est mal. Donc pour l'État c'est pratique, il n'y a pas trop à intervenir, etc. Et peut-être que je relis cette phrase parce qu'elle était peut-être un peu longue. Donc qu'elle présenta beaucoup d'injustices sociales et de cruauté apparentes comme des incidents inévitables
dans la marche du progrès et les efforts destinés à modifier cet état de choses, donc à lutter contre le chômage et les inégalités, comme de nature à faire en définitive plus de mal que de bien, la recommander à l'autorité. Qu'elle fournit certaines justifications aux libres activités du capitalisme individuel lui valait l'appui des forces sociales dominantes groupées derrière l'autorité. Logique, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Donc jusqu'à une date récente, la doctrine elle-même n'a jamais été contestée par les économistes orthodoxes, mais son inaptitude remarquable à servir la prédiction scientifique à finir par diminuer grandement le prestige de ses adeptes. Parce qu'à l'époque, pareil, comme aujourd'hui, on dit les économistes, c'est qui ces gens-là qui sont incapables de produire une crise et de nous en sortir? Dans les années 30, c'était la même histoire. Les populations pensaient la même chose, et donc les économistes avaient très peu de prestige. Donc, malgré son inaptitude remarquable à servir la prédiction scientifique, elle n'a jamais été contestée par les économistes, pour toutes les raisons évoquées juste avant. Car depuis Malthus, les économistes professionnels paraissent avoir été insensibles au désaccord entre les conclusions de leur théorie et les faits d'observation. C'est toujours pareil. Ils ont une théorie qui ne marche pas du tout, mais ils continuent à travailler sur leur modèle. Le public, au contraire, n'a pas manqué de relever ce désaccord, et c'est ce qui explique sa répugnance à accorder aux économistes le tribut de respect qu'il alloue aux autres catégories de savants, dont les conclusions théoriques sont confirmées par l'expérience, chaque fois qu'elles sont appliquées au fait. Donc c'est le cas aujourd'hui. On respecte un biologiste, on respecte un physicien, on respecte en général les savants dans nos sociétés. Par contre, un économiste, on a tendance à les prendre pour des charlatans, et à juste titre, et c'était la même chose dans les années 30. Voilà, j'aime beaucoup cette citation de Keynes, qui je trouve résume exactement la situation actuelle. Et donc, depuis, on en est toujours là, avec une théorie dominante qui est exprimée sous forme mathématique. Ceux qui sont sélectionnés, c'est ceux qui l'ont comprise et qui ont tout intérêt à croire que c'est vrai. Ils travaillent sur des modèles totalement déconnectés de la réalité, mais ils se sentent savants parce qu'ils sont sur des modèles hyper complexes, hyper mathématiques, et qui les mettent en déphasage total avec la réalité. Et le système se reproduit comme ça indéfiniment. Et vous savez, un des grands problèmes, comme on dit, de pourquoi on n'arrive pas à savoir qui a tort, qui a raison en économie, c'est que l'économie n'est pas une science, contrairement à la physique par exemple. Et pourquoi l'économie n'est pas une science? Et les trois éléments qu'on cite à chaque fois pour dire que l'économie n'est pas une science. Premièrement, c'est qu'en économie, on ne peut pas faire d'expérience contrôlée. Donc, vous savez, l'expérience contrôlée, c'est on fait une expérience où on garde tous les facteurs constants et on change qu'un seul facteur. Donc en physique-chimie, vous mettez plusieurs produits dans deux tubes à essai différents, et il y a un seul produit qui change. Et si la couleur dans les deux tubes à essai est différente, c'est qu'a priori, c'est ce réactif différent qui a été injecté à la fin qui explique cette différence de coloration. Mais en économie, on ne peut pas faire ça. Il y a tellement de facteurs qui entrent en compte que c'est impossible. Il faudrait dire, on prend la France, on met Fillon au pouvoir, puis on prend la même France, on met Mélenchon au pouvoir, et on regarde lequel des deux a réussi à réduire le chômage. Et là, on pourrait dire peut-être, effectivement, un tel est meilleur qu'un tel. Mais on ne peut pas faire ça, on ne peut pas diviser, prendre deux France exactes et faire ça. Si on prend deux pays, un qui est élu un mec de droite et un président de gauche, pareil, c'est pas parce qu'un des deux pays aura réussi à réduire le chômage que forcément ça vient de la politique. Il y a tellement de facteurs qui entrent en compte que c'est difficile de dissocier quel facteur. Si ça se trouve, le gars qui a fait sa politique de droite, au moment où il l'a mise en place, eh bien, les entreprises de son pays, elles connaissaient un boom à l'exportation parce que les produits qui étaient produits dans ce pays-là se vendaient bien à l'étranger, étaient devenus une mode, et donc c'est peut-être ça qui a expliqué la baisse du chômage et pas du tout la politique. Donc c'est très difficile de dénouer les fils de toutes les relations économiques et donc de savoir pourquoi le chômage est plus faible dans tel pays que dans tel autre. Et donc c'est difficile de... Deuxième élément, c'est de dire, en astronomie, vous savez, on ne peut pas faire des prédictions. On ne peut pas faire des expériences contrôlées en astronomie. On ne peut pas dire, tiens, on va mettre le soleil ici et la lune là pour voir ce qui se passe. Et puis après on mettra le soleil là. Et si ça change, c'est bien que c'est le soleil qui attire la Terre, etc. Mais eux, ils peuvent faire autre chose, ils peuvent faire des prédictions. Donc ils nous prédisent à 2 siècles à l'avance qu'il va y avoir une éclipse solaire à la seconde près. Et puis ça se vérifie, c'est exactement vrai. Donc on se dit, bon, a priori, s'ils arrivent à prédire à 2 siècles à l'avance, à la seconde près qu'il va y avoir une éclipse et que ça se produit, c'est qu'ils ont raison. Et en économie, pareil, c'est tellement complexe, il y a tellement d'éléments qui entrent en jeu, c'est hyper difficile de faire une prédiction.
et que celui qui a fait la bonne prédiction, de savoir s'il l'a fait pour des bonnes raisons ou pour des mauvaises raisons. Les économistes qui ont prédit la crise de 2008, il y en a eu quelques-uns, mais des fois, quand vous lisez leur théorie, vous dites en fait, il a juste eu du pot, quoi. Il a prédit à ce moment-là, mais pour des mauvaises raisons, et beaucoup de chance, c'est tombé en 2008, et il a eu raison. Et comme chaque année, vous avez 500 économistes qui vous prédisent une crise majeure, l'année en 2008, sur les 500 qui l'ont prédit, ils ont eu raison. Alors il y en a qui l'ont dit pour des bonnes raisons, notamment Steve Keen, dont on parlait tout à l'heure. Il avait des bons arguments pour prévoir cette crise, et effectivement, il l'a prévu. Mais à côté, il y en a plein qui l'ont prévu, et vous vous dites, ouais, ok. Donc c'est pas parce qu'on prédit quelque chose de vrai qu'on a forcément raison. C'est tellement complexe que c'est peut-être des éléments carrément qui n'avaient carrément rien à voir qui ont amené cette crise, quoi. Et à l'inverse, vous pouvez prédire une crise et vous trompez. Quelqu'un qui aurait prédit une crise en 2006 à cause des subprimes, il s'est trompé, mais finalement il a eu tort à quelques années d'écart. Et donc la prédiction, ça marche pas très bien non plus en économie. C'est difficile de savoir qui prédit juste, qui prédit faux. Donc deuxième élément qui fait que c'est pas vraiment une science. Et troisième élément important, c'est que le sujet d'étude, c'est nous-mêmes. Et donc on va commencer à étudier une théorie et une discipline sur laquelle on a déjà un avis, on a déjà une idée préconçue dessus. Et donc on s'aperçoit finalement que si vous êtes de gauche à la base, quand vous allez faire votre thèse, vous allez montrer que finalement, il faut mettre en place une politique de gauche pour résoudre le chômage. Et si vous êtes de droite à la base, votre thèse, elle va montrer qu'il faut mettre une politique de droite pour réduire le chômage. Donc c'est tellement... Et pourtant, vous aurez l'impression d'avoir utilisé un modèle, d'avoir des hypothèses réalistes, un modèle cohérent, mais au final, vous êtes tellement influencé par des idées préconçues que vous avez en économie que ce que vous démontrez, c'est plus que la réalité, vous démontrez vos conceptions, les conceptions que vous avez en vous. Et donc moi, la thèse que j'ai faite, j'ai démontré exactement ce à quoi je pensais avant de la faire. Vous voyez, et je suis sûr que les arguments que j'utilise sont bons, les hypothèses sont bonnes, mais une personne qui pensera l'inverse de moi, il aura réussi à démontrer l'inverse, et il sera sûr aussi qu'il a raison. Et donc c'est difficile de savoir qui a tort, qui a raison. Et donc quand vous étudiez en physique quantique un quartz ou un atome, vous avez moins d'idées préconçues sur le quartz qu'en économie, où tout est lié à notre conception sociale, sociétale, économique de l'économie. Voilà. Donc pour ces trois raisons, on n'arrive jamais à savoir qui vraiment a tort, qui vraiment a raison, et quand on ne peut pas démontrer qu'un tel a tort, le courant se reproduit indéfiniment. Et les choses empirent, puisque à l'université française, vous savez, vous avez de moins en moins d'économistes, tous ces économistes qui sont contre la théorie dominante, qu'ils soient keynésiens, marxistes, régulationnistes ou je sais pas quoi, ils sont de moins en moins nombreux à la fac, puisque les professeurs d'université, qui est le grade le plus élevé à l'université, ils sont quasiment tous du courant dominant aujourd'hui, et comme c'est eux qui désignent les futurs professeurs d'université, qui vont contribuer à embaucher les maîtres de conférences, qui vont eux avoir des doctorants sur leurs ailes, le système il ruisselle, et au final il y a de moins en moins de place pour les économistes hétérodoxes et de plus en plus pour les théories dominantes. Donc, comme disent les économistes atterrés, la diversité est en train un peu de mourir à l'université. Et ils disent avec ça une phrase un peu rigolote mais qui est malheureuse. Ils disent les économistes, ils veulent de la concurrence partout. Ils disent concurrence, 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 sauf pour eux, quoi. Eux, il faut surtout pas qu'il y ait concurrence, que tout le monde pense comme eux, théorie non classique. Et donc, le combat des économistes atterrés, notamment depuis plusieurs années, c'est d'instaurer une nouvelle section à l'université. Il y aurait la section économie, où là, vous avez maintenant quasiment plus que des néoclassiques. Vous avez un grand nombre de néoclassiques, et la diversité s'appauvrit. Et comme il n'y a plus rien à faire, parce qu'on ne peut pas discuter avec ces gens-là, on leur laisse cette section et créer une nouvelle section qui s'appellerait économie et société, où on aurait des facs où on n'apprend pas que l'économie sur mathématiques, mais aussi l'histoire, les sciences sociales, etc. Et où on aurait toute la pluralité des opinions économiques qui puissent s'exprimer. Et malheureusement, Najat Vallaud-Belkacem avait dit qu'elle était d'accord pour mettre en place cette nouvelle section, mais malheureusement, le prix Nobel d'économie français, Jean Tirole, a écrit une lettre à la ministre de l'Éducation, vous connaissez peut-être l'histoire, pour dire on refuse que des économistes sortent du champ comme ça de notre théorie. Si ils ont des bonnes théories, ils n'ont qu'à soumettre leur revue à des bons journaux économiques,
Et s'ils sont bien publiés, ils auront des postes. Mais le problème, c'est que ces journaux, ils ne publient que des modèles qui s'appuient sur les hypothèses de la théorie dominante. Donc c'était une mauvaise foi incroyable. Et donc la ministre, elle n'a pas voulu aller à l'encontre d'un prix Nobel d'économie, c'est prestigieux, alors on ne va pas à l'encontre de ce qu'il dit. Et donc maintenant, c'est tombé à l'eau. Et donc on est assez pessimiste, tous les économistes sont assez pessimistes sur l'avenir de la pensée économique en France. Et donc, dernière chose que je dirais, c'est que moi, honnêtement, j'ai aucun espoir de convaincre un jour un économiste néoclassique et aucun espoir qu'un jour il y ait plus d'économistes, par exemple keynésiens, que d'économistes néoclassiques à l'université, et que le monde changera le jour où les économistes changeront de manière de penser. Mon seul espoir pour que le monde change, c'est qu'il y ait un candidat qui arrive au pouvoir et qui soit soutenu par des économistes keynésiens, même s'ils sont minoritaires parmi les économistes, mais qui seraient majoritaires parce que le peuple voterait pour un économiste, pour un candidat soutenu par des keynésiens, et que lui, il arrive à mettre en place une politique économique qui fonctionne, et que là, les autres pays, par mimétisme, voient que ça fonctionne, adoptent cette politique, et qu'une fois qu'on aurait montré réellement que c'était une bonne idée de faire une politique keynésienne, il y a une remise en cause à l'université. Mais elle ne viendra jamais, pour moi, des économistes, cette remise en cause. Et voilà. Après, bon cours, c'est pas simple de mettre en place une politique keynésienne aujourd'hui, dans des économies qui sont ouvertes, avec des marchés qui se méfient dès qu'il y a un économiste keynésien qui arrive au pouvoir. Donc je souhaite bon courage. La voie est étroite et il est facile de se planter. Comme mon précédent directeur dans mon post-doctorat disait, mener une politique de droite, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Vous créez du chômage, mais l'économie, votre pays ne va pas s'effondrer, à part s'il y a une révolution, mais vous allez avoir plus de pauvres, vous en fichez un peu, plus d'inégalités, vous en fichez un peu. Mais mener une politique de gauche, c'est compliqué, et on le voit au Venezuela. Ils ont essayé, et ça a été une catastrophe. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Quoi. Donc il y a vraiment un... C'est pas facile, donc bon courage à celui qui y arrivera, et j'espère que ça arrivera. Et que, pour y arriver. Mélenchon, là, par exemple, vous voyez, il pourrait peut-être être au second tour, et on voit déjà que les taux d'intérêt sur la dette française, je ne sais pas si vous avez suivi cette semaine, ils commencent à remonter, parce que les marchés financiers ont peur que si Mélenchon soit au pouvoir, eh bien, l'État français s'endette de trop, et que du coup, comme l'État serait trop endetté, il rembourserait moins sa dette, ou qu'il y ait une inflation en France, et donc il commence à nous faire payer notre dette à des taux d'intérêt plus forts. Donc, vous voyez, déjà vous partez dans un pays qui a des problèmes économiques, et en plus, les problèmes s'aggravent uniquement par le fait que vous vouliez mettre en place une politique keynésienne. Mais faut espérer que ça marche. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire. Je sais pas trop combien de temps j'ai parlé. Ok. Merci beaucoup. Je m'excuse, sinon ça parlait vite et je me dis à chaque fois, quand je commence, parle lentement et puis après, je passe. J'avais prévu ça aussi. On va laisser la place aux questions. Donc, si les personnes veulent parler. Moi j'en avais eu, mais il a déjà répondu à la fin de l'intervention. J'ai une deuxième, c'est sur les modèles qui pourraient exister actuellement ailleurs dans le monde, ou ici, plus proche de nous ou quoi, qui pourraient répondre justement à cette... qui pourraient apporter des solutions à cet antagonisme qui est entre les deux courants. Le dominant et celui qui essaye un peu d'obscurcir. Est-ce qu'il n'y a pas au milieu de tout ça des modèles après leur capacité, je ne sais pas, je te demande si tu as pu observer quelque part un modèle qui pouvait apporter des solutions aux problématiques que tu t'es posées sur le courant dominant. Des modèles théoriques des modèles économiques existants en pratique. Est-ce qu'il y a d'autres modèles économiques qui sont déjà en place, en fait, qui sont en contre le modèle de classique dans le monde aujourd'hui. Plusieurs. Il y a d'autres modèles. Le modèle indien, par exemple. Les Indiens avaient 500 nations. Oui. Ouais, mais à des échelles, à des petites échelles, il y a. D'autres modèles. Oui, effectivement, mais ça reste à des petites échelles, et je suis pas sûr que ce soit des modèles qu'on puisse appliquer au monde entier. Mais est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il y en a qui sont intéressants parmi ces petits modèles sur lesquels on peut se pencher, même si dans l'immédiat ils ne répondent pas peut-être pour une nation, un territoire de 80 millions d'habitants ou quoi, mais
Est-ce qu'il y a des pistes qu'on peut creuser pour apporter une réponse, on va dire, à la critique qu'on fait au pouvoir dominant? Des pistes, du moins des pistes, si c'est pas un modèle construit. Pour reformuler sa question, on pourrait dire, tu me dis si c'est bon, est-ce que, à part la réponse keynésienne, il y aurait d'autres alternatives en fait, plus actuelles, existantes en fait, par exemple, on parle tout à l'heure de la réponse marxiste, peut-être que tu peux faire le parallèle, tu vois, ou après s'il y a d'autres modèles, je sais pas moi, en Amérique latine. Le modèle qui est en développement et qui marche plutôt pas mal, c'est l'économie sociale et solidaire dont on parle souvent. Et l'économie sociale et solidaire et les monnaies locales aussi. En Amérique du Sud, ils en ont mis un certain nombre en place et ça a du succès. Donc c'est André Jacobet qui propose notamment de créer une monnaie locale à l'échelle nationale en France. Donc c'est un exemple de modèle, effectivement, à une petite échelle, mais qu'aujourd'hui, certains économistes proposent d'appliquer à l'échelle d'une nation et qui aurait, moi je suis certain, plein d'effets bénéfiques. Ça escompte quelques effets néfastes du modèle dominant. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, et pour le coup, une monnaie nationale, ça aurait plein, en parallèle de l'euro par exemple, ça pourrait avoir plein d'effets pour stimuler l'économie, pour recréer du lien social ou des choses comme ça. Et relocaliser la production, ça pourrait avoir plein d'effets positifs. Et ça, c'est notamment, ils s'inspirent d'expériences en Amérique du Sud. Et après, l'économie sociale et solidaire, ça marche plutôt bien aussi. Ils disent que c'est en plein développement. Moi j'ai une chose, quand on dit, quand l'Empire anglais, le début du siècle dernier, cette demande où le système néo... Bon, voilà, c'est pas important la demande. À un moment donné, tu disais que la demande n'était pas importante, la demande économique. C'est parce qu'il crée des choses qui ne sont pas nécessaires. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En matière première, on peut dire la demande n'est pas importante, je vais créer l'envie en économie. Pouvoir produire un produit qui n'est pas de première nécessité, dont tout le monde se fout, et que du jour au lendemain, tout le monde en a besoin ou le veut, je sais pas, pour vivre, parce qu'on a créé un modèle. Voilà. Alors, venant d'Angleterre, étant donné que c'était un empire et que c'est toujours un empire, qui a ses ailes vis-à-vis du monde qui est fini, est-ce qu'ils n'ont pas la possibilité de dire, moi la demande, j'en ai à profusion, j'en ai devant moi, j'ai plus qu'à parler pour créer la demande. Oui, mais au-delà du produit nécessaire. Je pense qu'il y a la demande, il y a la demande solvable solvable. Pour un keynésien, le problème dans l'économie, c'est qu'il n'y a pas assez de demande solvable. Les gens, ils aimeraient bien consommer plus, mais ils n'ont pas assez de revenus et pour consommer. Voilà. Donc la demande est assujettie quand même au pouvoir d'achat. Oui. Voilà. Donc c'est un paramètre. La demande, on ne la crée pas, on l'installe dans un foyer propice. Oui. Déjà du répondant. Il y a un retour. Oui, il faut déjà qu'il y ait un revenu pour... Voilà, on propose un produit, mais ils peuvent nous l'acheter. Oui. Ou on peut prendre des matières premières à cet endroit-là. Enfin, on peut créer le retour de la demande du bénéfice. Oui, Donc, il y a une manipulation géographique des matières premières, à mon avis, dans l'économie et de la démographie. Ce sont les paramètres principaux. Mathus avait raison sur le fait que trop de démographie tue soit la demande, soit oui. Donc il y a un réglage de la démographie là-dessus. Et juste une petite chose sur l'Angleterre. Vous savez que les Anglais... Du coup, c'était un peu schizophrénique. Les théoriciens anglais disaient la demande, c'est pas un problème. Et en attendant, ils avaient tellement de production, les Anglais, qu'ils allaient écouler toute leur production en Inde et qu'ils ont comme ça complètement détruit le tissu industriel et artisanal indien. Parce ce qui est vraiment absurde, vous connaissez Le droit à la paresse de Paul Lafargue? C'est vraiment un bouquin excellent à lire, un petit bouquin. Paul Lafargue, c'était le neveu de Marx par alliance. Et Le droit à la paresse, c'est vraiment un de mes bouquins préférés, je trouve. Et oui, il explique avant, on allait conquérir un pays pour lui voler ses richesses. Et là, l'Angleterre et les pays européens, on allait conquérir des colonies pour essayer de leur refourguer tout ce qu'on produisait, mais qu'on n'arrivait pas à écouler chez nous. Donc on arrive dans un monde où nos soldats ils vont se faire tuer pour aller emmerder des gens qui étaient tranquilles, et pour qu'on les force à acheter des choses qu'on produit et qu'on pourrait très bien donner à nos pauvres, mais qu'on préfère vendre à des gens qui n'ont jamais fait de demande.
reprendre le nom de l'auteur, le droit à la paresse. De Paul Lafargue. Moi j'ai une petite question. Ouais, regarde, juste, comment dans ce cadre-là, comment tu expliques d'une part l'ubérisation de la société et une question qui est présente dans le débat public à l'heure actuelle, c'est le revenu universel. Du coup, économiquement, comment tu les expliques ces positions-là? Voilà, si tu as un avis ou pas. Oui, oui. Revenu universel, intéressant. Il faut savoir que moi, je sais que dans mes amis, il y en a pas mal qui aiment bien le revenu universel, tout ça. Les économistes atterrés, moi j'aime beaucoup les économistes atterrés, je suis vraiment sur leur ligne, quoi. Et ils sont plutôt contre. Et les arguments qu'ils donnent m'ont plutôt convaincu. Donc moi, je suis plutôt contre le revenu universel. Et je peux vous expliquer vite fait pourquoi. L'idée du revenu universel, c'est de dire bientôt, il n'y aura pas assez de travail pour tout le monde. Et comme il n'y aura pas assez de travail pour tout le monde, eh bien, la seule solution, c'est de donner un revenu à tous ces gens qui n'ont pas de travail. Et puis on espère que ces gens-là, ils seront dans des associations, enfin ils auront une activité utile à la société, ils feront ce qu'ils veulent, avec ce revenu. Et là, le contre-argument d'un économiste, par exemple, atterré, c'est de dire, nous on ne peut pas se résoudre à l'idée qu'on aurait une société où il n'y aurait pas du travail pour tout le monde, et où il n'y aurait qu'une partie qui pourrait travailler, et les autres seraient obligés d'être subventionnés quelque part par la société. Donc ça crée une espèce de société de deux mondes, où les premiers ils se plaindraient un peu parce qu'ils donneraient de l'argent sur leurs revenus aux seconds, et les seconds ils vivraient quelque part au crochet des premiers, même si ce serait justifié par le fait qu'il n'y ait pas assez de travail et tout et tout. Et ils disent, nous, ce qu'on préfère, et pour moi c'est la bonne piste, s'il n'y a pas assez de travail, on réduit le temps de travail de chacun. Et à force de réduire le temps de travail, on trouvera toujours un moment où il y aura du travail pour tout le monde. S'il y a 20% de chômeurs dans une société, allez, on travaille tous 20% de moins, et on donne ce travail à ces 20% de chômeurs, et au final, le temps de travail est le même au niveau global dans la société. Et par contre, tout le monde a travaillé, et tout le monde a un peu de temps libre pour pouvoir faire les activités qui les intéressent. Pierre Larouturou, vous savez, le président de Nouvelle Donne, moi je l'aime beaucoup, ça fait 20 ans qu'il écrit des livres sur la réduction de temps de travail, et sa grande idée c'est la semaine de 4 jours. Et pour moi c'est une des premières mesures à mettre en place, ce serait ça. On passe la semaine de 4 jours, là vous êtes sûr qu'on va créer du travail. Parce que quand vous passez à 35 heures, au lieu de fermer à 17h30, vous fermez à 17h, ou vous faites travailler plus rapidement votre employé dans son bureau, ou vous ouvrez une demi-heure de moins à midi, mais vous pouvez vous arranger pour pas trop embaucher et passer aux 35 heures. Mais alors si vous passez la semaine de 4 jours, vous n'allez pas fermer toute une journée votre agence ou je sais pas quoi, donc là ça crée vraiment du travail, et ça donnerait du travail à ceux qui n'en ont pas et qui en cherchent, et ça libérerait un peu de temps à ceux qui ont du travail et qui manquent de temps, qui se plaignent toujours de manquer de temps pour leur famille, leurs loisirs, etc. Donc voilà, réduction de temps de travail c'est bien meilleur que le revenu universel. Et pour l'ubérisation du coup, tu vois ça comment? Peut-être qu'on détruise tous les cadres. Ça va dans le sens. Oui, au revoir. Au plaisir, c'est très intéressant. Okay. Merci beaucoup. Dernier élément sur le revenu universel. À savoir que le revenu universel, ce qui est intéressant, c'est qu'il est défendu par des gens de très bonne foi et plutôt classés à gauche sur le l'échiquier politique. Et il est également défendu par des ultra-libéraux, vous savez. Et l'idée, c'est de dire, justement, on donne un revenu universel à chacun, et après on stoppe toute aide sociale, toute allocation chômage et tout comme ça. C'est vrai que d'un côté, c'est facile. L'État, il n'a plus rien à faire, il n'a plus aucune régulation à mettre dans l'économie. Vous dites, voilà, vous avez tous 500 €, et après vous trouvez du travail, ou pas, vous faites ce que vous voulez. Et donc c'est intéressant de voir que des fois, ça peut se recouper comme sur d'autres sujets. Et... Non, et après j'allais dire, oui, libéralisation, du coup ça... Non, je sais pas, parce qu'en fait... par rapport au revenu universel, je pense que ça c'est vrai que le fait que ça soit soutenu par des gens qui sont très libéraux et qui n'ont pas grand-chose à faire de la question sociale, je pense que ça devrait alerter les gens qui se réclament de gauche et qui pensent à ce qu'ils vont venir. En effet, je pense qu'à terme, c'est la redistribution qui va disparaître, ça va être un revenu universel et forcément, il y a pas de gens qui vont en pâtir. Oui. Mais ma question, c'est plutôt sur la possibilité de mettre en place à une échelle nationale une politique keynésienne. Il y en a qui disent que le danger, en fait, c'est que ça échoue, en effet, et que du coup, il y a beaucoup d'espoir, et que ce sont des espoirs un peu comme Mitterrand en 81, qui déçoivent tout le peuple de gauche, comme on dit. Et du coup, il y en a qui pensent que ça serait plutôt à une échelle européenne qu'il faudrait mettre en place cette politique-là. Ça ne pourrait pas se faire, en fait, à l'échelle française, c'est forcément un échec. Donc, est-ce que tu penses que ce serait possible de le faire à l'échelle, peut-être de la zone euro, en tout cas? Pour moi, ça serait la meilleure idée. Ça serait relance à l'échelle européenne. Plus européens, on fait des grands travaux, grandes infrastructures à l'échelle européenne. C'est la meilleure manière
de faire réussir la politique keynésienne. Mais le problème, c'est que je pense que ça n'arrivera jamais, quoi. Moi j'ai une solution. La Corse, c'est une petite île isolée. Avant de voir les grands schémas européens, le classique politique, la Corse est idéale. Ah oui, mais c'est isolé, mais pas sur le plan économique. Tous leurs biens, les imports du continent. Aller voir 27 pays pour leur dire imposer une idée, déjà. Justement, c'est vrai que pour rejoindre un peu Thierry par rapport à la redistribution dans la zone euro, pour optimiser un peu la zone euro quant à la redistribution des richesses, etc. C'est peut-être là qu'on voit les différences des écoles doctrinales entre différents pays. Justement, moi je voulais te poser la question par rapport à l'ordolibéralisme. Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire un peu? En quoi ça consiste? Est-ce que c'est quoi? C'est une vision néolibérale un peu germanisante? Oui, c'est ça. Oui, c'est l'idée. L'État, il structure, il structure les marchés. Enfin, ouais, c'est un État qui organise bien les marchés, mais après qui n'intervient pas dessus. Donc, vous avez un État fort dans le sens où les marchés sont clairement définis et où il n'y a pas de fraude possible parce que là, l'État est là pour ça. Et c'est un peu ce qu'on appelle l'ordolibéralisme allemand. Et après, vous laissez faire une fois que tout est bien codifié, quoi. Qu'est-ce que tu penses de l'euro en fait dans ce cas-là, enfin des petits groupes, est-ce que tu penses qu'il faut en sortir? Est-ce que... Pour le coup, je suis assez d'accord sur la position de Hamon. Moi, je pense que ça ne va pas marcher comme ça, c'est sûr. L'Allemagne, elle s'enrichit avec l'euro et elle ne donne même pas les miettes de ce qu'elle gagne grâce à l'euro. Parce qu'il faut savoir que les Allemands, ils n'auraient pas cet excédent budgétaire qu'ils ont aujourd'hui si ce n'était pas dans l'euro. Aujourd'hui, ils ont 8 à 10% d'excédent budgétaire par rapport à leur PIB, ce qui est énormissime et qui n'arrive jamais, qu'un pays comme ça en général, surtout un pays aussi riche que l'Allemagne. Et s'ils avaient leur propre monnaie à eux, elle serait beaucoup plus forte que ce qu'est l'euro aujourd'hui. L'euro aujourd'hui, c'est une moyenne entre, quelque part, la valeur de toutes les devises de tous les pays européens de la zone euro. Donc l'euro devrait être plus faible pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne, pour le Portugal, pour la Grèce. Donc nous, ils nous pénalisent parce qu'on a un euro trop fort. Il devrait être plus fort pour l'Allemagne et tous les autres pays du Nord. Et eux, donc, ils en auraient un euro plus faible qui stimule leurs exportations, etc. Et donc, ils y gagnent énormément parce que s'il n'y a pas de chômage aujourd'hui en Allemagne, c'est pas parce qu'ils ont mené une politique keynésienne, c'est parce qu'ils ont mené cette politique mercantiliste qui consiste, on appelle ça, exporter tes chômeurs, quoi. Tu vends à tes voisins et du coup, c'est eux qui ont du chômage et toi, t'en as plus. C'est pour ça qu'on voit clairement l'optimisation de cette zone ne peut pas marcher. En fait, non. C'est fait parce que l'Allemagne n'a pas intérêt à dévaluer sa monnaie parce qu'apparemment, elle vend que des produits haut de gamme. Tandis que nous, comme on est issu de PME, on doit dévaluer parce que sinon les charges sont trop fortes pour les... Oui, c'est ça. Alors, la seule solution, comme dirait par exemple Piketty, et moi je suis tout à fait d'accord, c'est un budget de transfert de la zone euro. Si on fait une allocation de chômage dans la zone euro, quand il y a plus de chômage en Grèce et moins en Allemagne, ça fait quelque part un petit transfert de revenus. Mais après, pareil, mon superviseur que j'avais en Allemagne, lui, il est même contre cette idée, parce qu'il vous dit ça vous fait une Europe du Sud un peu assistée et une Europe du Nord industrielle. Donc c'est pas génial non plus, parce qu'on a des pays du Sud qui sont complètement dépendants de l'aide et des manufactures du Nord. Et donc la solution pour moi de Mélenchon, de dire on impose à l'Allemagne une relance européenne, un budget européen pour un peu harmoniser les choses et sinon on sort, pour moi c'est la bonne idée. Et quitte à pas sortir tout seul, mais au moins faire un euro du Sud, un euro du Nord. Bon, l'euro du Sud ça va avoir le même problème, la France ça va jouer le rôle de l'Allemagne, bon, il va falloir... Et oui. Apparemment les États sont aux mains, c'est pour dire Boussoro, c'est un Boussoro, celui qui est derrière sur la Solidor, qui sort de la BCE, ça. Il est en train de dire que les autres, apparemment c'est confirmé, est-ce que tu veux me confirmer, les États rachètent leur propre dette. Ah, j'ai pas entendu ça. Les États sont aux mains. La Banque centrale elle rachète la dette des États, mais... Il y a beaucoup de communautés dans l'euro qui sont aux mains, chaque État est en train de... je vais le dire autrement. En Allemagne, ils sont fourvus, ils ont de l'euro, mais plein d'euros de dettes grecques. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Apparemment, les Grecs, les riches entrepreneurs grecs, préfèrent échanger leur euro en Allemagne plutôt qu'en Grèce où ils ne peuvent rien faire, avoir des tout ça. Oui, oui, c'est exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a le risque? Un Grec qui a de l'argent, il ne reste pas financièrement grec, il va en Allemagne, ou on compte en Allemagne, et il se dit mon argent a de la valeur, pas en Grèce, potentiellement euros, plutôt en Allemagne.
C'est le deuxième élément qui enrichit l'Allemagne. C'est que justement tous ces habitants des pays du sud de l'Europe et surtout de la Grèce, ils ont placé leur argent en Allemagne. Et pourquoi? Parce qu'il y a quand même toujours le risque que la Grèce sorte de la zone euro. Et si la Grèce sort de la zone euro, bah tes 10 000 euros que tu avais sur ton compte grec, ça va devenir 10 000 drachmes. Et 10 000 drachmes, ça vaudra 5 000 euros. Et donc tu auras perdu la moitié de ton sou. Donc autant les placer en Allemagne, c'est sûr. Et l'Allemagne, bah, elle est contente, ça lui fait plus d'argent. Du coup, elle s'expose, comme la Bundesbank, on dit que c'est une des banques les plus exposées au monde. Parce qu'au milieu de l'euro, qui est une majorité de pays endettés, en fait, est forte endettement. Donc l'Allemagne, autant elle fait de l'économie à l'exportation, elle exporte beaucoup plus que ce qu'elle importe, ou elle a un truc comme ça. Donc du coup, elle est beaucoup plus exposée avec les dettes de ces pays du Sud, Espagne, Italie, Portugal. Elle est beaucoup plus exposée parce qu'elle répond à un tas de dettes européennes. Mais, enfin, plus que la dette, elle gagne. Enfin, là, l'Allemagne, elle draine l'épargne des pays du Sud, voilà, mais plus que leur dette. Donc, comme c'est le moteur de l'économie, j'ai l'impression que le comburant, le carburant, ce jeu, cet équilibre de l'explosion, en fait, j'ai l'impression qu'elle brasse beaucoup de monnaie, mais de monnaie vide. Vu qu'elle exporte dans des pays européens qui sont là, tu vois, donc elle engrange effectivement de l'argent, mais un argent qui est vide. Donc il n'y a pas de valeur. Je ne serais pas trop. On va prendre une autre question et après on en discute après. C'était pour continuer sur ça. Il faudrait peut-être mieux alors, sortir de l'euro de façon concertée avec des négociations plutôt que d'attendre l'explosion de l'euro qui peut arriver comme le font les riches du Sud au lieu d'attendre et de continuer dans le système. Oui, c'est ce que propose. Enfin, je pense que par exemple Mélenchon, c'est son idée, c'est de dire si on sort d'euro, au moins c'est concerté et on n'attend pas que tout explose avant de sortir. On prévient le risque en sortant maintenant. Ouais, je pense que. Et il y en a qui disent qu'il faudrait sortir l'Allemagne de la zone euro. Est-ce que ça serait bénéfique pour la zone euro parce que l'euro baisserait? Et les Allemands, quelque part, ça serait bénéfique pour eux parce que le Deutschmark, la nouvelle monnaie, elle prendrait de la valeur. Et donc les dettes qu'ils auraient remboursées en euros, elles seraient plus faibles pour eux. Donc ils se retrouveraient tous moins endettés grâce à ça. Alors que si nous on sort les dettes qu'on doit rembourser en euros, comme le franc perdra de la valeur, on va tous se retrouver un peu plus endettés. À ce moment-là, les Allemands perdraient leur excellent commercial. Oui, voilà, oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et on est bien en train de dire, donc, du coup, et ça c'est que l'euro n'est pas une monnaie commune. Elle est une monnaie unique. Oui, c'est ça, c'est la différence entre monnaie commune. Voilà. Et ça, c'est un mensonge à l'économie que de dire que l'euro est la monnaie commune. Ouais. Qu'on peut, nous, les jeunes qui ont envie d'aller à l'étranger, en disant c'est super, je prends ma carte bleue, je prends les euros, mais derrière, il y a un tas d'incidences qui font que quand on va dépenser de l'argent à tel endroit, on revient tout à fait au début, quand on avait le franc, en se disant je profite de l'argent où on peut l'échanger contre des biens de service, contre des biens de ceci, contre des biens de cela. Donc on est vraiment dans une forfaiture, et je pense que l'économie, elle est basée sur l'influence. Et elle commence par la politique. Et la preuve, c'est que 2012, Hollande, il avait 40 économistes derrière lui. Oui. Il est arrivé, 2012, j'ai 40 économistes derrière moi. Alors que Maurice Allais disait, effectivement, les nouvelles pensions, il faut faire attention, on est dans le désordre, il ne faut pas dépasser le désordre. L'économie de marché, ce n'est pas le désordre. Les 40 économistes qui étaient derrière Hollande, c'est pas qui, mais ils prenaient le désordre le plus total. Et on est tout à fait dans la perspective de ce qu'il avait annoncé, François Hollande. Je vais m'attaquer à l'économie. Il fallait comprendre totalement l'inverse, il avait dit. Tout nous est dit d'ailleurs. Et il y avait 40 économistes qui disaient comme ça. Et là, aujourd'hui, on a Macron avec 40 économistes derrière lui. On nous dit tout, hein. Je veux dire, il faut être stupide pour pas comprendre. Mais le temps libre permet de capter le temps libre. La séparation de l'Église et de l'État. Ce qu'on veut, parce qu'on ne veut pas travailler, c'est quoi? C'est une contrainte, alors que le travail, ça devrait être un plaisir. Excusez-moi de parler comme ça. Mais ça devrait être un plaisir que de pouvoir réfléchir là au travail. Il n'y a pas de... On devrait prendre le travail pour le plaisir. On va arrêter là, on va se retrouver dans un bar pour finir la soirée et discuter entre nous. L'intervenant part dans 1h30, donc... La musique, le machin, créer... D'accord. Merci beaucoup.